Bonjour Madame Lefebvre, Bonjour. merci de me recevoir, au sein de KPMG. Vous êtes, co-lead, Financial Service Advisory chez KPMG France. On va rentrer un peu plus en détail sur vos fonctions, sur vos spécificités et cetera. Mais peut-être, pour commencer et pour un peu comprendre, ce serait intéressant de comprendre un peu quel a été votre parcours académique pour arriver, à ce poste aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai une formation, scientifique initiale, hein, j'ai fait une prépa, et ce qui m'intéressait vraiment, c'est les mathématiques. Pendant longtemps, j'ai cru d'ailleurs que j'allais être professeure de mathématiques, hein. Et puis, arrivée à l'école polytechnique, hein, j'étais, spécialisée dans la théorie des jeux, et puis j'ai commencé à regarder son application en économie, en finance, et notamment, une des applications de la théorie des jeux, c'est la théorie du contrat. Et ça m'a amenée à l'assurance. D'accord, Hem Et puis du coup, à l'époque, il existait dans les grands corps d'État, le corps de contrôle, des assurances qui a été fusionné, depuis dans le corps des mines. Et OK. donc ça m'a amenée en fait à choisir, ce corps, qui donc, amenait à rentrer dans le contrôle prudentiel, des compagnies d'assurance. Et à l'époque, il y avait des stages peut-être, que vous faisiez pour essayer de découvrir, si c'était l'assurance qui vous plaisait ou peut-être la Voilà. banque, Alors là, en l'occurrence, pas tellement, au moment de Polytechnique. Ce qui m'a attirée vers l'assurance, c'est ce que je disais, donc l'application, de la théorie des jeux. Il y a peut-être aussi le fait que, quand j'étais en terminale, je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'hésitais entre le droit et les maths. D'accord. Le droit, je sais pas très bien parce que je connaissais pas beaucoup, mais bon, je m'étais dit: «Je vais faire des maths», avec la logique de si j'ai envie plus tard de faire du droit, ce sera sans doute plus Ouais. facile de switcher des maths vers le droit que, si je commence à faire du droit, de revenir vers les maths. Et donc de cette finalement, l'endroit où se rencontrent le droit, le contrat et les mathématiques, l'assurance, c'est pas mal en fait, Ouais, c'est vrai. pour faire les 2. Et d'ailleurs, je suis actuaire, donc ça, c'est vraiment la partie, effectivement technique et mathématique de l'assurance, mais je suis spécialiste des sujets de normes. Donc D'accord. donc on retrouve Ah oui, finalement donc toujours finalement, les maths et le droit, on hein, revient sur ce finalement. même, en fait. Ouais. Et Et donc du coup, c'est uniquement après, donc quand j'ai choisi le corps de contrôle, fait une école d'application donc à l'ENSAE, d'accord, en oui. en finance et en actuariat. Et là, pour le coup, les stages que j'ai fait mes premiers stages vraiment dans des entreprises d'assurance. Je savais que j'allais travailler dans la fonction publique après, Mmh. mais j'ai fait des stages et c'est là où j'ai vraiment, heu, compris les aspects, pratiques de l'assurance, y compris un stage que j'ai trouvé très intéressant et je trouve qu'on devrait davantage le faire, qui était un stage de, découverte de l'entreprise. Ça, c'était l'autorité de contrôle qui nous le demandait, et donc moi, en l'occurrence, c'était à la GMF, et j'ai été, une journée dans un centre de vente de contrats, Mmh. un centre de conseil de clientèle, j'ai été dans un centre de gestion des sinistres, j'ai été sur un plateau de gestion de l'assistance, j'ai été voir la DRH, la direction juridique. Cette vision un peu 360 de ce que c'est, qu'une entreprise d'assurance et ses différents services. Et je trouve que encore une fois, on devrait, davantage le Mmh. faire, plutôt qu'arriver tout de suite Tout le monde y dans travaille. sa Mmh. spécialité, dans son service et puis finalement, avec une connaissance enfin, on sait même à la limite même pas ce que font, les gens d'à Ouais. côté au moment où on arrive, quoi. Mmh. Donc en fait, une fois que vous avez pris la décision de vous orienter vers l'assurance, vous avez, candidaté à l'ENSAE ou, ça s'est fait un peu, Alors en fait, c'est, à la sortie de l'école polytechnique sur la base du classement de sortie, on peut OK. choisir des corps. Donc en l'occurrence, à l'époque, il y avait le corps de contrôle des assurances, et donc c'est comme ça que je suis rentrée donc dans la fonction publique sur le classement de sortie, D'accord. et à partir de ce moment-là, ça me laissait la possibilité de faire mon école d'application, soit à l'époque Sciences Po, sur la partie, économie, soit, l'ENSAE, et moi je préférais rester dans les sujets quand même très techniques et Mmh. mathématiques, et donc j'ai choisi l'ENSAE. Et ça me quand j'ai vu que vous avez fait l'ENSAE et c'est un peu le lien,
c'est comme ça que je vous ai contacté. Ça me fait penser à du coup à madame Mathilde Mmh. qui a fait aussi l'ENSAE que vous connaissez très bien et je me rappelle que quand on parlait de ça, elle m'avait mentionné le fait qu'à l'époque, il y avait, enfin même encore aujourd'hui qu'elle revient, très peu de femmes en fait Oui. dans le monde à l'ENSAE en tout cas. Mmh. C'était la même chose à Polytechnique? Alors, c'est clair, on n'est pas la majorité de Mmh. l'espèce, hein. Heu, à mon époque, à Polytechnique, on était la première promo, on était 50 sur 400. OK. Donc ça donne et c'était à peu près à l'époque, hein, le taux moyen dans les écoles d'ingénieurs. OK. Et en plus, quand on choisit spécifiquement les mathématiques, Oui. ou la finance, il y a encore moins de femmes. C'est-à-dire que si on prenait par exemple les voies de biologie, ou de chimie, il y avait plus de femmes et à l'inverse, encore moins qu'en mathématiques, il y avait la partie informatique. D'accord, ouais. Hem et c'est vrai que j'ai aujourd'hui, des neveux qui sont, hem, à peu près le même parcours et il y en a un là qui suit un cursus en informatique, intelligence artificielle et il y a que des hommes et ça, je trouve ça, Ouais. hem, il y a pas de raison en fait. Il y a Parce que c'est ça, c'est pour vous, c'est pas quelque chose qui est lié à un goût ou à un choix de mathématiques ou non, c'est plus par rapport à une légitimité, vous pensez? c'est alors c'est très complexe parce que à la fois il y a enfin, il y a un libre choix donc il y a évidemment une partie de choix. Après, il est forcément Biaisé peut-être? orienté, Mmh. par la société, par la façon, dont on se projette, les questions. Moi, j'en ai discuté avec certaines de mes collègues, dans le réseau KPMG, donc à peu près, même parcours, donc d'actuariat et puis, des responsabilités, au niveau du secteur et toutes les autres, ça n'a pas été mon cas. Mais il y a un moment où on leur a dit: «Mais les maths, c'est pas fait pour une femme». Mmh. Alors moi, c'était pas le cas. Ma mère est professeure de maths, Mmh. Ah oui. donc bon, mon père est ingénieur, mais disons que je me suis jamais, posé la question et je pense que ça m'a aidée aussi, de jamais m'être posé la question de, est-ce que, Est-ce que c'est un c'est mieux à endroit, place? Ouais. alors dans le monde de la finance, l'assurance, c'est encore une partie où on trouve encore des femmes. Mmh. Je veux dire, il y en a quand même davantage que dans le monde de l'asset management, par exemple. Et aujourd'hui, je vois que vous êtes, vous le mettez en avant cette, comment dire? Je sais pas si c'est un combat, mais en tout cas cette, ce point-là, qu'il pourrait y avoir plus de femmes, en tout cas dans la finance. Est-ce qu'aujourd'hui peut-être, pour dévier un peu cette question-là, est-ce que vous voyez, une évolution par rapport à il y a 20 ans? Alors, on peut voir, mais alors je pensais qu'elle serait plus importante. Quand j'ai été nommée associée, chez KPMG, c'était il y a 17 ans et bon, on n'était pas très nombreuses en proportion, et je pensais que c'était un effet générationnel, Mmh. et en me disant: «Mais dans 20 ans, il y aura beaucoup plus de femmes». Il y en a un peu plus, hein, mais on est de l'ordre de 20-25 aujourd'hui, dans les associés, KPMG, alors tout secteur et toute, expertise confondue. Hem, Donc vous pouvez faire mieux encore? on pourrait faire mieux. Après, c'est, hem, c'est pas au détriment de enfin, je suis pas non plus, pour des éléments de discrimination positive non plus, Oui, oui. mais c'est plus de laisser le champ des possibles et de dire: «Voilà, c'est aussi possible, Bien sûr. il y a des magnifiques carrières en mathématiques, en sciences, en finance». Et donc voilà, c'est plutôt ouvrir le champ des possibles et c'est vrai Bien pour les sûr. femmes, c'est vrai heu, quelles que soient les origines ou les caractéristiques de l'individu. C'est pas non plus, exclusivement dans la version, homme-femme de la chose. Vraiment l'inclusion, de dire il y a de la place pour tous les talents, dans la finance et c'est plutôt sous cet angle-là Mmh. que je le prends. Donc je crois que vous diplômez de l'ENSEE en 2000. Oui. Je me rappelle bien de mes notes et donc et en même temps, vous intégrez KPMG en 2004. Donc qu'est-ce qui s'est passé peut-être entre 2000 Bah, j'ai travaillé dans la fonction publique, d'accord et donc à l'au qu'est-ce que ça veut dire travailler en fonction alors publique? j'ai travaillé dans l'autorité de contrôle, des assurances, donc depuis, hein, ça a fusionné avec la commission bancaire pour donner effectivement la CPR, OK, ah, et donc c'est effectivement, la vérification,
que, les, organismes d'assurance, bah, vérifient les contraintes prudentielles auxquelles ils sont soumis. Donc, de manière plus vulgarisée, de s'assurer qu'elles ont effectivement les moyens de tenir les engagements qu'elles prennent, envers leurs clients. Et donc il y a beaucoup de effectivement d'actuariat dedans, hein, puisqu'il y a toute la partie effectivement de compréhension de quels sont ses engagements, comment on les mesure, quel est le capital, qu'on doit mettre en face, mais toujours avec cette logique, en lien avec des exigences réglementaires et de Mmh. réglementation. Et donc, à l'époque, donc, bah, pas mal les sujets de normes prudentielles. Et puis il se trouve que, et ça c'est un peu le hasard, la première année où je travaille, on m'a envoyé un an à l'OCDE pour faire une étude comparative des systèmes de contrôle de la solvabilité dans l'assurance dans les pays de l'OCDE. Donc là, au plein, cœur de l'activité, de l'autorité de contrôle. Et puis, quand j'y étais, arrive un sujet qui était un projet, d'un organisme international qui s'appelait l'IASC à l'époque, de ce que pourrait être une norme comptable internationale sur l'assurance. Mmh. Et donc je me rappelle encore de la réunion de service où on arrive, on dit: «Bah, voilà, il y a ce sujet, c'est de la compta, qui s'intéresse?» Moi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé mes ponts. Bon, spontanément, la compta, ça me disait rien du tout, sauf que, bah, j'étais la plus jeune et la dernière arrivée, donc elle dit: «Ah Viviane, ça va être parfait pour toi». Et puis donc je me suis retrouvée à regarder ce projet et bah, derrière, ça pose des questions de, comment on reconnaît la performance? Quel est le service, qu'on rend dans un contrat, d'assurance? Comment on reflète dans des comptes l'incertitude, le risque? Et donc effectivement, tous ces sujets-là, là, j'ai trouvé ça, vraiment intéressant et vraiment passionnant. Et ce qui a fait que de retour à l'autorité de contrôle, bah, j'ai suivi, pour l'autorité de contrôle, le sujet des normes comptables internationales. Et c'est en fait ce sujet-là, qui a amené KPMG à me Mmh. contacter. Hem Et puis donc chez KPMG, bah, j'ai travaillé sur des projets de conversion aux normes comptables internationales, puisque elles sont rentrées en vigueur le 1er janvier 2005. Mmh. Donc c'est dans ce contexte-là que j'avais été, recrutée. Et puis j'ai fait ces 1 projets et puis en fait bah, quand ils sont arrivés, donc c'était 2005 ou 2007 suivant les catégories d'entreprises. Après ça, bah, s'est posé un peu la question de, bah, qu'est-ce que je fais, ensuite, Mmh. hein? Et il y a une suite assez naturelle pour moi qui était que, c'était le moment où on commençait à avoir de manière significative les réflexions et des projets sur, les normes prudentielles pour le secteur de l'assurance qu'on donnait, Solvabilité 2, qui est rentré en vigueur, le 1er janvier 2016. Mais il y avait déjà beaucoup d'études quantitatives d'impact, et d'éléments. Et donc, c'est assez naturellement que je me suis orientée sur ce sujet-là. Et donc, les normes prudentielles, j'ai gardé le sujet des normes comptables et ce sujet de normes a été un peu le fil rouge, puisqu'aujourd'hui, c'est toujours une partie, alors j'ai d'autres responsabilités, mais Mmh. je m'occupe toujours des sujets de normes comptables, prudentielles, normes ESG aussi, beaucoup, Ouais. en ce moment. Mais ce sujet-là, heu, c'est resté un peu le fil rouge, de ma carrière. Et en faisant mes recherches, j'ai vu que vous aviez été, commissaire aux comptes en 2009, c'est ça? Enfin, je sais Oui, comment est-ce que c'est quoi? C'est des choix supplémentaires, c'est alors des alors ça effectivement, m'occupant des sujets de normes comptables et étant chez KPMG, je me suis posé la question effectivement de compléter, informations? ma formation initiale. Et donc, alors il y avait soit, la voie de l'expertise comptable, qui est un diplôme de l'Éducation nationale, mais qui supposait, de refaire une partie d'études. Hem Et bon, j'étais déjà en train de travailler, Oui, et donc en fait, j'ai privilégié, le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, d'accord. le CAFCAC, qui est en fait, une, une reconnaissance professionnelle. Alors c'est par le ministère de par le garde des Sceaux, hein, la justice, puisque c'est l'autorité de tutelle des commissaires aux comptes. Et qui donc permet effectivement d'être commissaire aux comptes. Après,
c'est pas mon métier principal. Moi, je suis dans Ouais. la partie conseil, Mmh. de KPMG, mais ça m'a donné une vision générale, du droit des entreprises, de la fiscalité des entreprises. Moi, je l'avais appris avec l'assurance. Ouais. Donc je savais bien lire des états financiers, d'une entreprise d'assurance. Je connaissais bien les aspects spécifiques à l'assurance, mais de manière un peu paradoxale, les éléments plus généraux qui s'appliquent à tout type d'entreprise, Ouais. dans le code de commerce, les logiques générales de la consolidation, la logique générale de l'impôt sur les sociétés, finalement, j'avais pas tellement ces bases-là et donc ça m'a été très utile, Mmh. pour fixer finalement le cadre général dans lequel mes connaissances beaucoup plus, pointues et spécifiques, s'inscrivaient. Donc maintenant, peut-être, on va débuter un peu cette partie-là sur sur du coup votre rôle chez KPMG, mais peut-être aussi lié au secteur de l'assurance. Peut-être pour les auditeurs qui seraient peut-être, pas tellement familiers avec ce secteur de Mmh. l'assurance, est-ce que vous pouvez définir un peu ce qu'est l'assurance de manière globale? Et aussi quel est peut-être le business model? Comment est-ce que ça marche et cetera? Et pourquoi est-ce qu'il y a il y a toutes ces Mmh. réglementations? Fondamentalement, l'assurance, c'est, tous les éléments qui permettent effectivement de couvrir, des risques. Historiquement, alors ça a toujours existé, hein, de se mettre, en commun au niveau d'un village pour partager une activité, mais historiquement, l'assurance sous la forme moderne, ça se développe au moment du prêt à la grosse aventure et de ces grandes expéditions maritimes. Mmh. Pourquoi? Parce que ce sont des expéditions qui, quand elles marchent, sont financièrement, très rentables, hein, sauf que c'est très risqué et que ça rend difficile pour une personne, toute seule de prendre ce pari. Et donc du coup, ça commence à Gênes par un certain nombre de marins ou enfin de gens qui financent des expéditions, qui se mettent ensemble en bonne compagnia, et d'ailleurs c'est pour ça on garde le nom de compagnie d'assurance, Mmh. qui sont les gens qui se mettent entre eux, pour, assurer ces éléments-là. Et en fait, on regarde c'est vraiment le rôle clé, de l'assurance, c'est d'accompagner le développement, de l'activité et donc en fait, c'est au fur et à mesure que l'assurance se développe que des nouveaux besoins arrivent et sont couverts. Donc on voit que, il y a des besoins, l'incendie à l'époque est un sujet important, et donc se développent les compagnies d'assurance, contre l'incendie. Et puis là, on se rend compte que, quand il y a un grand incendie comme celui de Londres, au XVIIe siècle, le problème c'est que, si on a une même compagnie qui assure, toutes les maisons et qu'elles brûlent toutes en même temps, ça pose un problème. Et donc là, on se dit: «Il y a besoin d'une assurance des assureurs» et donc c'est là que naît la réassurance. Et donc en fait, au fur et à mesure des besoins, on va, se trouver des nouveaux développements d'assurance. Et donc typiquement aujourd'hui, on va avoir des sujets sur l'assurance cyber parce que, ça évidemment, c'est un besoin, émergent. Et donc les risques qu'on couvre, ils sont de nature, très variée parce que vous avez des risques de dommages, des dommages aux biens, alors ils évoluent aussi, hein, avec, par exemple les risques climatiques. Vous avez des risques de responsabilité, assurer la responsabilité, civile. Alors ça peut être votre responsabilité civile quand, vous conduisez une voiture, ça peut être celle du chef de famille dans le contrat habitation, ça peut être celle, des entreprises ou, liée à une profession particulière. Et puis vous avez également, tout le domaine des risques, autour des risques de la personne Mmh. et donc dedans vous avez des sujets de santé, mais vous avez aussi, des sujets d'assurance vie et là on est sur des visions plus financières. Qui sont effectivement, le risque de vous retrouver à la retraite avec des moyens insuffisants. Mais donc on voit bien que, dans la partie d'assurance retraite, il y a une composante financière qui est, très importante. Et donc le secteur de l'assurance, c'est vraiment pour ça qu'il est fait, c'est donc de permettre, hem, à tous ceux qui développent, alors c'est Mmh. dans la vie des entreprises ou dans la vie des particuliers, de, les garantir, contre un risque. Et ça a toujours marché un peu de la même manière? C'est-à-dire que, les personnes qui vont être assurées, allaient payer de manière mensuelle ou
on peut en fonction, voilà, de ma périodique, une somme et si jamais un dégât leur arrivait ou causait, ils pouvaient Voilà. demander du Bah, remboursement? par définition, effectivement, et c'est un élément assez important dans le fonctionnement technique de l'assurance, c'est ce qu'on appelle, alors le terme est un peu barbare quand on ne le connaît pas, l'inversion du cycle de production. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire dans une activité économique normale, vous commencez à construire un produit, vous investissez pour avoir vos usines, vous faites le produit et puis, bah, vous savez combien ça va vous coûter de produire et puis après vous le vendez. Mmh. C'est le truc, classique. Heu, dans l'assurance, ça fonctionne de manière inverse. Pourquoi? Parce que de manière évidente, si, prenez l'assurance que tout le monde connaît, l'assurance auto. Si on payait que à la fin, bah, si vous avez pas eu d'accident, vous dites: «Bah, finalement, j'ai pas besoin de payer» et s'il y a que ceux qui ont eu un accident qui payent, on voit bien que le système Mmh. fonctionne pas Oui. et donc par nature, en assurance, vous commencez par vendre. Donc vous vendez le produit et ce que vous connaissez de manière certaine, c'est le prix auquel vous avez vendu et puis après, eh ben, il s'agit de rendre effectivement le service, et en fonction, bah, du coût que ça vous, que ça représente, en fonction de l'aléa sur le nombre de sinistres ou de l'aléa sur le coût, de ces sinistres, vous vous rendez compte que c'est rentable ou pas rentable. C'est inversion du cycle de production et ça a des impacts, assez importants. Celui justement de la réglementation prudentielle, parce qu'à partir du moment où fondamentalement vous vendez une promesse, Mmh. pour que ça fonctionne, il faut que les gens soient confiants sur le fait que effectivement le jour où ils auront un Un dégât, sinistre, vous serez là. effectivement, vous serez là et donc c'est pour ça qu'il y a un besoin, de contrôle prudentiel, bah, pour s'assurer qu'on n'a pas, des escrocs qui viennent prendre la prime et puis, le jour où le sinistre se produit, ils sont partis avec la caisse. De manière aussi simple que Oui, ça, il y a un besoin, de contrôle simple. de confiance. L'autre implication très forte que ça a et pour les métiers de la finance, c'est que, par construction, l'assureur est payé. D'abord, il reçoit la prime et puis il se passe un certain temps avant qu'il paye le sinistre. Dans certains risques, si je prends l'assurance santé, les frais de soins, c'est très rapide. On vous paye dans l'année. Hem, en revanche, si vous prenez, certains risques comme, la responsabilité civile, de la construction, le temps qu'on se rende compte qu'il y a un problème de construction, qu'on évalue le sinistre et cetera, ça peut être beaucoup plus long et donc entre le moment où il reçoit la prime et le moment où il paye, Mmh. l'assureur a l'argent. Et donc ça vous explique pourquoi les assureurs sont des investisseurs institutionnels et des investisseurs institutionnels significatifs. Et en assurance vie, si c'est quelqu'un de 30 ou 40 ans qui vous mène qui vous donne de l'argent pour la retraite, cette personne, le moment où vous allez payer, c'est quand la personne a 80, 90, 100 ans. Et donc vous voyez que cette période, elle peut être très, très longue. Ouais. D'où l'investissement D'où le rôle des assureurs comme investisseurs institutionnels. et d'où en même temps l'importance finalement de bien, contrôler, Oui. peut-être le pourcentage des fonds propres, je sais pas comment c'est calculé, mais investi, Exactement, parce que, bah, du coup, ce qu'il faut, il faut s'assurer, bah, premièrement, qu'on a déjà une bonne vision de, en moyenne, les engagements qu'on a pris, en moyenne, combien ça coûte. Et c'est pas forcément évident, hein, parce que, bon, il y a des cas où, la loi des grands nombres s'applique très bien, on a toutes les données statistiques. Aujourd'hui, si on prend le risque cyber, combien ça coûte, l'évaluation? ouais. C'est-à-dire c'est pas forcément évident. Donc déjà, ce à quoi l'entreprise est engagée et puis les risques auxquels elle est soumise et pour faire simple, vous avez des risques qui sont des risques techniques, donc qui sont liés à l'activité d'assurance, et donc là, c'est très spécifique en fonction de l'assurance dommage, l'assurance de responsabilité, assurance et cetera et puis, comme on investit des actifs en face, Mmh. vous avez aussi des risques financiers, et donc c'est l'ensemble de ces risques, qu'il faut apprécier et dans la gestion des actifs par un assureur, vous avez vraiment
une gestion, ALM, une gestion actif-passif, où on regarde en fonction, de ce qu'on a au passif, en fonction de la durée, en fonction, de l'incertitude qu'on a sur la date de paiement. Mmh. Par exemple, bah, si vous avez une forte incertitude sur la date des paiements, ça veut dire qu'en face, vous devez avoir des actifs assez liquides. Au contraire, si vous savez qu'il y a des choses où c'est sûr que vous allez pas payer avant, Comme l'assurance vie, par assez exemple. longtemps, Ouais. ou par exemple, bah, sur la retraite, Mmh. ça permet effectivement de se dire: On peut on peut investir ça, avoir ouais. des actifs moins liquides, on peut avoir aussi des actifs, qui sont plus risqués, qui sur le long terme vont rapporter davantage. Mais effectivement, si vous savez pas si vous allez en avoir besoin dans l'année, Ouais. bah, Pour éviter d'investir effectivement sur le marché boursier, quoi, c'est ça? exactement, parce que vous pourriez, tomber dans le bas du marché. D'accord, OK, très intéressant et donc les assureurs quand ils viennent vous voir chez KPMG, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent ce genre de conseils? Alors effectivement, globalement, ils viennent nous voir pour, alors des apports d'expertise spécifiques, parce qu'effectivement, bah, il y a des sujets, typiquement là, on est en train de revoir, le texte prudentiel sur, Solvabilité 2. Il y a quelques années, on a revu complètement, la norme comptable. Bon, bah, déjà, l'analyse spécifique, pointue, Mmh. heu, on Vous pouvez l'apporter. on peut l'apporter. On peut aussi apporter un complément, c'est-à-dire que l'entreprise, elle peut avoir quelques compétences, mais pas forcément, suffisamment pour traiter, un grand projet. Et puis on apporte aussi beaucoup, d'éléments de benchmark. Si on prend par exemple un sujet, qui est le sujet du moment, qui est le sujet de l'intelligence artificielle, bah, KPMG par son réseau international, on voit non seulement ce que font les assureurs en France, mais ce que font, les assureurs, aux États-Unis, Mmh. ce qu'ils font en Israël, ils sont quand même sur pas mal de sujets, tech, ils sont quand même pas mal avancés, sur ce qui se fait en Asie, et donc c'est aussi, ces éléments de benchmark, qu'ils viennent chercher. Donc de l'expertise, la capacité à gérer, parce que quand on lance un grand projet et qu'il faut mettre, 25 personnes qui connaissent bien un sujet, bon, bah, l'entreprise, elle peut pas, avoir 25 experts et pendant 6 mois Mmh, et OK. puis après, pas les avoir. Donc de l'expertise, de la capacité de gestion et du benchmark. Essentiellement, c'est ça qu'ils viennent chercher chez lui. Et donc, moi, quand je préparais l'interview, en parlant d'assurance, je me demandais, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à quelque chose. En fait, ça me faisait penser j'ai vu récemment, enfin, le contrat de l'État gagné par la start-up Alan. Oui. Et donc, je voulais savoir, parce que j'ai vu ça, j'ai vu que c'était un grand succès, c'était inédit, et cetera. Et je voulais avoir peut-être l'avis de quelqu'un de plus expert en la matière. Qu'est-ce que représente finalement cette victoire-là? Et peut-être, est-ce que de manière globale, c'est une nouveauté que des startups dans l'assurance se lancent? Mmh. Alors, je vais pas commenter, le cas Ouais, particulier, de l'appel d'offres du ministère des Finances, je pense que c'est ouais, exactement. celui-là, bon, mais je vais sur le sujet plus général, hein, des insurtech et de ce qu'elle apporte. L'assurance est un métier réglementé et un des risques, que ça peut avoir, c'est que du coup, ça fait des barrières à l'entrée assez fortes. Parce que pour se lancer dans une entreprise d'assurance, déjà, c'est assez capitalistique, hein, il faut apporter pas mal de capitaux, et puis, c'est très complexe. Le risque qu'il peut y avoir, c'est que du coup, ça puisse être une contrainte, sur des sujets d'innovation. Alors, il y a un certain nombre d'insurtech, qui existent néanmoins. En fait, il y en a relativement peu, il y en a quelques-unes, mais il y en a relativement peu qui se positionnent directement comme des organismes d'assurance. Alors, il y en a, hein, Alan est un exemple, mais très souvent, on va avoir plutôt du coup, des insurtech qui vont se positionner sur un aspect, de la chaîne de valeur D'accord. pour, aider sur, la détection et la gestion de la fraude,
pour aider sur, la partie, distribution, devoir de conseil et cetera. Pour aider sur telle ou telle partie. Mais il y a aussi, des modèles, émergents. Donc on a parlé d'Alan. On peut parler, alors c'est des risques, assez différents, mais des cartes underwriting sur l'assurance paramétrique. Et c'est un enjeu assez important, du point de vue des autorités réglementaires, heu, de voir comment on autorise néanmoins, heu, des expérimentations et de l'innovation, tout en restant sous contrôle. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on voit sur les aspects réglementaires, par exemple, aujourd'hui, sur l'aspect, intelligence artificielle. Si je prends au niveau mondial, vous avez d'un côté, l'autorité de Hong Kong, qui vérifie que les institutions financières, alors c'est vrai pour les banques, les assurances et cetera, expérimentent suffisamment sur l'intelligence artificielle. Leur vision, c'est de dire: «Ce qui fera la solidité des acteurs demain, c'est d'être bon dans ce domaine-là», Mmh. et donc va inciter, à l'intelligence artificielle et avec ce qu'on appelle sur le plan réglementaire un système de bac à sable, de dire: «Bah, en fait, vous avez des règles un peu spécifiques, vous allez un peu expérimenter comme on était en laboratoire, Mmh. mais avec des règles moins contraignantes, que celles qui s'appliquent, lorsqu'on sort, dans le monde réel». Dans l'Union européenne, on est directement parti sur quelque chose d'assez réglementé, qui est le cadre de l'IA Act. Mmh. Avec, bah, pour avantage, l et c'est important, hein, du point de vue des citoyens, je ne leur mets pas du tout en cause, de se dire: «Bah, on va directement se fixer, des règles, notamment en termes d'utilisation, Prédateur, éthique». ouais. Le risque, c'est effectivement, bah, de brider L'innovation. l'innovation. Et puis, donc certains se disent: «Bah, peut-être qu'on pourrait mettre en place des éléments de type bac à sable». C'est pas évident non plus parce que le risque quand vous faites un bac à sable, c'est que ça marche très bien quand on est dans le bac, mais alors à partir de quel moment on en sort? Et dire: «On va pas créer un système complètement à 2 vitesses», et donc le choix, qui a été fait, hem, au niveau de l'Union, c'est de dire: «Bah, non, tout le monde est soumis aux mêmes règles, hein». Il y en a pas qui, parce qu'ils sont plus petits, plus innovants et cetera, pourraient bénéficier, enfin, Ah bien sûr. bon. Mais encore une fois, le bon curseur, entre les 2 est pas évident. Hem Et c'est important de garder un système, qui permette, de l'innovation, qui permettent d'expérimenter, certains sujets. Je voulais aussi revenir peut-être sur la manière dont vous avez, vous avez occupé plusieurs postes de direction au KPMG. Je sais, hem, finalement jusqu'à aujourd'hui avoir un poste, Mmh. un haut poste et je voulais savoir selon vous quels ont été peut-être un peu les tournants, de votre carrière pour, accéder à chaque fois à un Ouais. palier supplémentaire? Alors effectivement, je suis entrée chez KPMG et puis 3-4 ans après, j'ai été nommée associée, mais à l'époque, je gardais un profil, très centré sur, de l'expertise, alors j'avais des aspects de gestion d'équipe et de projet, mais centrés sur plutôt des sujets d'apport d'expertise, et je me vivais quand même beaucoup comme ça. Et puis le 1er tournant, ça a été en 2013. On me propose de reprendre la responsabilité de l'actuariat, et dans un contexte où à l'époque, on avait une petite équipe, qui faisait essentiellement du support, à nos activités de commissariat aux comptes, et on avait vraiment pour objectif de la développer fortement sur la partie, d'actuariat conseil. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait puisque quand j'ai pris, donc en 2013, il y en avait 6 actuaires. En 2018, quand j'ai passé, la main à mon successeur, on en avait une cinquantaine. Donc effectivement, c'est ce qu'on a fait. Mais là, donc il y avait un côté un peu intrapreneurial, Mouais. et vraiment, il fallait les recruter et avoir vraiment une responsabilité de, management, de manière plus directe.
Et pour être honnête, à ce moment-là, ça m'a fait peur et je dis à mon chef de l'époque, qui s'occupait du conseil sur la partie assurance, il dit: «Oui, mais attends, moi gérer une équipe, la construire et cetera, je sais pas faire». Et lui me regarde et disait: «Bah oui, mais moi je suis pas actuaire donc écoute, si tu veux, ce que je te propose, hein, c'est que tu prends la responsabilité de l'équipe, hein, et puis, moi je t'aiderai sur les aspects de management». Il avait plus confiance en moi à l'époque que moi en moi-même, hein, pour être honnête et ça, c'est une chance importante, que j'ai eue et puis, ben, l'expérience a montré que finalement, heu et ben, je me suis tout à fait épanouie, hein, dans ce rôle-là. Alors, en ayant conscience que le management dans un cabinet de conseil comme le nôtre, ça reste enfin, on a, plutôt, des bac+5 Ouais, qui fonctionnent bien et cetera. C'est un peu différent d'un management, d'entreprise où on peut se retrouver avec des effectifs beaucoup plus nombreux, mais moins homogènes, ouais, en termes de formation, par exemple. Mais je me suis rendu compte que, bah, cette partie-là de recrutement, de faire grandir des talents, de comment on fait en sorte que, chacun soit en position de donner le meilleur de ce qu'il sait ouais. faire, j'ai trouvé ça, passionnant. Donc ça a duré à peu près, 5 ans et puis, bah, est arrivé un moment où justement je me dis que, j'ai apporté ce que je savais faire, mais que pour la suite, de ce département d'actuariat, bah, finalement, c'est mieux de passer la main D'accord, à un de mes collègues. Parce que j'avais un peu l'impression, encore une fois, de dire: «Ma vision, ce que je fais bien, je maintenant ça tourne, hein». d'accord, Ben, un profil, d'un collègue qui était peut-être plus sur, des sujets, d'outils, des sujets enfin, je trouvais que c pour la phase d'après, c'était plus intéressant d'accord, et à ce moment-là, bah, on m'a confié, la responsabilité plus générale de nos activités de conseil sur le secteur de l'assurance, hem, dans un rôle managérial mais plus large. Et puis après, sur le secteur assurance, une vision de coordination de ce qu'on fait entre nos différents métiers, donc le conseil, le deal, l'audit, donc le commissariat aux comptes et puis, les avocats, donc la partie juridique et fiscale. Et ce que je fais aujourd'hui, le co-lead sur la partie advisory, donc mmh, c'est notre partie conseil, y compris, transactions. d'accord, Sur le marché, sur le marché financier. C'est une vision plus transverse et plus commerciale qui est de dire, comment on apporte, à nos clients ce dont ils ont, besoin. Et donc mon collègue, parce qu'on est en co-lead, mmh, mon collègue a plutôt une vision d'approche par les comptes. Comment on comprend bien, compte par compte, qui sont nos clients, qui sont les décideurs, et cetera. Et puis moi, une version plutôt par les offres. Et donc le sujet, c'est de se dire, bah, quels sont les besoins de conseil de nos clients aujourd'hui? Quels sont les besoins de conseil à moyen terme? d'accord, Et comment on y répond, au mieux? Donc comment on s'y prépare? Parce que, bah, sur des sujets, par définition, le conseil, c'est plutôt sur les sujets nouveaux. ouais, Donc il y a comment nous-mêmes on les identifie, comment on forme, les équipes, à ces sujets, comment on va chercher, si nécessaire, des compétences qu'on n'a pas. Typiquement, on a renforcé ces dernières années, de manière générale, pas uniquement, sur les marchés services financiers, mais nos compétences, sur des sujets, environnementaux, ou d'économie circulaire, des expertises un peu plus spécifiques. Et donc comment on a ces expertises et comment on les assemble? Parce que si je suis une banque ou une compagnie d'assurance, que je me pose la question de la durabilité, mmh, c'est évidemment pas la même chose que si je suis, dans la grande distribution ou si je suis, un industriel du ciment. oui, De manière assez évidente, c'est différent et donc mon rôle aussi, c'est de voir, bah, comment
je prends, un expert des risques, climatiques et puis, quelqu'un qui va bien comprendre les risques dans la banque ou dans l'assurance et puis quelqu'un qui sait lire, les guidelines, de, l'EBA ou des IOPA, donc les autorités européennes, sur le sujet et puis des gens qui savent mettre tout ça en musique. Mmh. Hem et donc comment on combine, nos expertises et donc j'allais dire à la fois comment je construis mes différentes pièces de Lego, OK. en recrutement ou en formation et puis après, quels sont, bah, les différents assemblages, que je peux proposer aux clients en disant: «Bah, voilà, regardez, ça c'est mes Lego et puis vous pouvez faire, le super vaisseau spatial ou vous Ah. pouvez faire, la enfin Ouais. tous les modèles». Donc c'est vraiment ça et donc moi, c'est un métier qui me passionne parce que ça suppose effectivement de rester il y a une partie assez importante de veille. Ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quels sont les nouveaux sujets? Et autour de ces sujets-là, quels sont les besoins? Et puis quelle est la bonne façon de les prendre? Si je prends par exemple le sujet de l'intelligence artificielle, qui est forcément un sujet, assez important en ce moment, il y a beaucoup, d'acteurs, qui l'ont pris via, soit via l'outil et la partie informatique, soit via les cas d'usage. Mmh. Sauf qu'en fait, ça trouve assez vite ses limites parce que on a un cas d'usage, puis un deuxième, puis un troisième, et puis à la fin, vous vous retrouvez avec une champignonnière, de cas d'usage, qui se développent. Oui, sauf que ça, l'expérience montre que si vous voulez avoir un retour sur investissement, c'est pas la bonne méthode. Mmh. Et donc le sujet, c'est de se dire, bah, voilà, comment on a une approche, plus générale. Alors, nous on l'a développé, donc notamment via la partie, workforce, mais qui est pour un se redire l'objectif principal, c'est pas de faire de l'IA, c'est pas le métier de nos clients. Nos clients, c'est des banquiers, c'est des assureurs. Oui. Donc premièrement, la vision business, qu'est-ce qu'on veut faire? Et après d'ailleurs, dans certains cas, l'IA ou l'IA générative est une bonne réponse et dans d'autres, et ben, c'est pas parce que l'IA est à la mode que c'est forcément la réponse à tout. Ouais. Il y a des cas où en fait, les autres leviers que sont, l'organisation, que sont les people et cetera, demeurent toujours, hein. Mais donc c'est l'idée, c'est d'avoir une approche qui soit plus holistique, Mmh. et plus, vraiment drivée par le business. Après, il y a aussi les sujets de fondamentaux, hein. Si vous avez pas des données de bonne qualité, Ouais, il y l'IA. aura pas de chocolat, pas d'IA, pas de data, pas d'IA, Mmh. hein. C'est Et selon vous d'ailleurs, parce que par rapport à ce que j'ai dit, selon vous aujourd'hui, qu'est-ce qui freine peut-être encore les assureurs à implémenter finalement le l'IA dans alors, leur système? bah, il y a un point qui est très important, qui est le sujet de la confiance. Heu, Votre assureur, c'est ce qu'on disait, vous avez besoin de savoir qui sera là. Vous avez aussi besoin quand même de savoir qu'il fera pas n'importe quoi. Et donc c'est pas parce que quelque chose est possible, hein, que vous avez forcément envie que votre assureur le fasse. On l'a vu, et c'est pas né avec l'IA, hein, typiquement tout le sujet de l'accès ou non, aux éléments génétiques, dans l'assurance santé. De Mmh. dire: «Bah, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée» et donc et puis le deuxième élément, c'est que si vous donnez votre assureur, il a plein d'informations sur vous. Sur vous directement, sur votre patrimoine financier, sur, vos habitudes de vie et cetera. Vous avez pas envie non plus que, Ouais. ça parte partout. Donc ce problème de la sécurité des données que vous donnez, il est vrai chez tout le monde, hein, mais chez le partenaire qui a énormément d'informations sur vous Ouais. et où le cœur du business, c'est la confiance, vous avez encore plus besoin d'être sûr que ce soit fait dans un cadre sécurisé et donc derrière, donc il y a toutes ces problématiques de, cybersécurité, d'usage éthique, de la data. Il y a un assureur, ça c'était aux États-Unis, qui a fait, tout un système d'intelligence artificielle, pour optimiser son tarif.
Bon, bah, le truc était pas très bien, sécurisé en termes éthiques et le résultat des courses, c'est qu'on s'est rendu compte que, bah, le système était, très, défavorable enfin, en gros, on avait un système de tarification qui était raciste, hein, pour faire, D'accord, ouais. court. Inutile de dire que ça a pas enfin, quand c'est sorti dans la presse, in fine, ça leur a pas été très favorable. Et donc, les assureurs avancent peut-être plus lentement que d'autres, heu, mais sans doute de manière plus sécurisée. Sécurisée d'un point de vue, encore une fois, de cybersécurité, d'usage éthique, de l'IA et puis, également, un des sujets qui fait que, ils avancent peut-être plus lentement, dans les fondations data. Aujourd'hui, les assureurs, ont encore souvent, des systèmes très, très silotés. Et donc, on a, des données qui sont présentes dans les systèmes de souscription, d'autres qui sont dans les systèmes financiers, d'autres dans le système de gestion des sinistres, hein. Et pour avoir une vision holistique, bah, ça d'un point de vue, informatique, il y a encore des travaux à faire. Mais ce que je veux croire, c'est que, le temps qu'on prend, en revanche, enfin et d'ailleurs, c'est une conviction qu'on a chez KPMG, hein, c'est ce qu'on a appelé, le trust by design. C'est d'ailleurs toutes ces problématiques, de cybersécurité, d'éthique et cetera. Effectivement, je pense que c'est la bonne façon de les intégrer dès le départ. On va peut-être plus vite en se disant: «Bah, je le ferai après». Ouais, mais sauf que bon, sauf que ça sert à quoi? Parce que si je définis une super utilisation, mais que en fait, je peux pas du tout la mettre à l'échelle parce que quel que soit le point de vue, c'est pas sécurisé, in fine, ça sert à rien et Mmh, j'ai pas mon retour sur investissement. bien sûr. Il y a un autre enjeu, hem, qui prend de l'ampleur, chaque année, vous en avez parlé, c'est le critère ESG. Oui. Aujourd'hui, peut-être de la même manière que l'IA, comment est-ce que les critères ESG s'intègrent petit à petit dans le mode de fonctionnement des assureurs? Mmh. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous, KPMG, vous privilégiez, lorsque vous échangez avec eux? Alors, heu, cet élément-là, de SG, il est absolument clé et pour la résilience, du système. Ce qui vient de manière le plus évidente à l'esprit, hein, c'est le risque climatique. Bon, bah, les assureurs, effectivement, on voit bien l'augmentation, des risques climatiques et Ils donc assurent le risque climatique aujourd'hui ou c'est encore compliqué de le faire? alors, ils l'assurent, hein, lorsque vous avez une assurance habitation, une assurance auto, une assurance d'entreprise, vous savez bien, les risques, alors d'ailleurs, il y en a plein, hein, des formes de risques climatiques parce qu'on a, la subsidence, enfin les sujets de retrait-gonflement des argiles, on a les sujets d'inondation, on a les Ouais. tempêtes, on a la grêle, tout ça, c'est des risques climatiques, mais c'est des modélisations, différentes. Et donc cette question de la résilience, du secteur de l'assurance, heu, c'est absolument clé. Et ça, c'est pas un effet de mode, hein, parce qu'il y a eu un moment où, tout le monde faisait de l'ESG, partout Ouais. et puis après on a eu un gros backlash, sur la partie, plus, de reporting. Tout ça, c'est quand même dans les 2 cas, il y avait un peu de l'écume positive ou négative, mais un peu d'écume. Le sujet de fond qui est la résilience du secteur et comment le secteur accompagne la société dans cette transition climatique, hein, lui, il reste. Et il reste alors, il y a des éléments de modélisation, hein, des modélisations fines, des différents risques et de comment ils évoluent, en fonction du changement climatique. Et puis après, il y a, bah, les conclusions qu'on en tire et on ne peut pas simplement se dire, bah, les primes d'assurance vont augmenter, puis, il y a certains endroits où ça va être 4 fois plus cher. Il y a Ouais. quand même un moment où, bah, on va pas avoir les moyens, De se payer de l'assurance, quoi. de se payer l'assurance et donc le sujet aussi, c'est du coup comment j'incite, à la prévention, comment je contribue aux mesures d'adaptation en se disant, bah, dans la reconstruction de, hem et dans les actions, tout n'est pas, extrêmement, complexe. Je veux dire, une mesure d'adaptation, simple, c'est de se dire, bah, les bâtiments, vaut mieux les peindre en blanc, pour la chaleur, Mmh. que bon,
Ça, c'est pas, Ouais, il y a pas enfin, non c'est pas plus rocket science et il y a pas besoin, d'une révolution technologique. Enfin, il y a des tas d'endroits où il fait plus chaud, qui connaissent enfin, ils connaissent ça depuis des siècles. Donc tous ces éléments-là, d'action et puis d'accompagnement parce que si on regarde, par exemple, le territoire français, bah, il y a quelques endroits, où sans doute, effectivement, on se retrouve avec des risques, hein, qui seront difficiles à assurer et donc là, le sujet, c'est, bah, comment on accompagne, et l'accompagnement, bah, là aussi, il faut le distinguer, typiquement, bah, dans les modulations, de primes et dans le système, le régime des catastrophes naturelles, de se dire, bah, si c'est des résidences secondaires ou si c'est des résidences principales, ça a peut-être mmh, pas la même chose. Parce que si on dit que le prix augmente de telle sorte que les gens peuvent plus s'assurer, plus habiter là. Bah, si c'est des résidences secondaires, peut-être que c'est une bonne idée, effectivement, que les gens arrêtent de mettre leur maison sur la plage, bon, et qu'on construise pas massivement sur le trait de côte. Si c'est, la maison, de votre famille, depuis plusieurs générations, tout compliqué. c'est ça a pas la même conséquence et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut regarder tous ces éléments-là et donc justement, bah, là où on peut aider à plusieurs endroits, sur des aspects d'expertise très techniques. On a, ces éléments de modélisation, des différents, périls hein, aujourd'hui et puis en fonction des différents scénarios. Donc on peut apporter ces capacités-là, ou, ces capacités d'intégrer dans les nouveaux modèles, dans les sujets de, hem, typiquement, bon, on se dit sur la gestion des sinistres, on va favoriser l'économie circulaire et les pièces de réemploi. Sauf qu'en fait, on se rend compte que, bah, il suffit pas de le décréter, hein, Mmh. parce que, heu, la gestion de stock de pièces neuves, hein, c'est beaucoup plus facile que la gestion de pièces de réemploi. Parce qu'il faut, bah, pouvoir les récupérer Oui, et exactement, cetera déjà, ouais. et donc tout ça, c'est des modifications des modèles, heu de l'entreprise, des business models et effectivement, chez KPMG, c'est un de nos axes. C'est effectivement de réfléchir, heu, à des modèles durables, mais encore une fois, c'est une série d'actions, au cœur de chacune des activités, Mmh. de l'entreprise, et ça, c'est moins spectaculaire que, enfin, on est sur, des petites choses, les unes après les autres, mais sur le fond, c'est ça qui changera Ouais. vraiment. Par opposition à la vision qui a parf qui a parfois prévalu, de l'ESG comme étant un supplément d'âme et donc il y a d'un côté l'entreprise qui fonctionne, comme d'habitude, hein, et puis de l'autre côté une direction RSE, qui fait, des grands discours et puis, quelques actions de financement de certaines activités, pour se donner une bonne image. Ça, c'est pas forcément inutile, hein, ces actions-là et on voit bien que la transformation en profondeur de la société, elle va pas se faire comme ça Mmh. et donc c'est comment, dans les activités, dans la souscription si je suis un assureur, dans l'octroi de crédit, dans la banque, dans l'orientation des financements, comment j'intègre cet élément-là et si on veut que ça fonctionne économiquement, il faut que ce soit rentable. L'idée que, encore une fois, c'est juste un supplément d'âme et donc c'est pas rentable, mais on va le faire quand même, C'est pas logique. bah, Ça marchera pas, en tout cas. ça marchera pas à l'échelle. Dans le ouais, dans le Je veux monde dire, auquel on est, ouais. on peut avoir des activités de mécénat, Mmh. heu, mais le cœur de l'entreprise, c'est pas d'être un mécène, c'est globalement, d'être, Ouais. efficace d'un point de vue économique et donc Notre notre engagement fort chez KPMG, c'est justement de se dire: «Non, non, on est bien dans une logique économique, Mmh. on est bien dans une logique d'efficacité des process, mais on a des transformations, la transformation climatique, la transformation démographique, qui font que si vous voulez toujours être pertinent, si vous voulez être résilient, il faut intégrer ces sujets-là» et encore une fois,
pas l'intégrer parce que c'est bien, parce que Ouais. c'est vertueux, pas Parce que même uniquement. Ça économiquement, l'est c'est aussi, mais parce que économiquement, c'est nécessaire. Parce que un modèle économique qui est fondé sur des ressources qui n'existeront plus dans 10 ans ou qui sont devenues beaucoup plus rares, donc beaucoup plus chères, mmh. bah, ça marchera juste pas. Mmh. Et cette transformation-là, elle est encore une fois plus complexe, mais c'est celle qui portera vraiment les efforts sur le fond. Avant de passer à la partie sur la partie peu Mmh. conseil et partage d'expérience, est-ce que j'aurais oublié peut-être aussi d'autres risques un peu plus actuels? On a parlé aussi de cybersécurité, Mmh. heu, peut-être aussi, alors je sais pas si c'est d'actualité, mais il y a eu la pandémie du Covid qui nous a tous touchés. Oui. Si ça aussi, ça a été un grand changement, Alors, en fait, ça ça recouvre la problématique générale des sujets des risques émergents, des nouveaux éléments de vulnérabilité. Alors d'ailleurs, sur la partie Covid, ce qui était émergent, c'est pas le risque pandémique. Le risque pandémique, il était connu OK. et on avait eu des éléments comme le SRAS et cetera, qui permettaient d'un point de vue la partie médicale a pas été, la surprise. La surprise, ça a été plutôt, effectivement du fait que dans les sociétés, on soit arrivé dans un certain nombre de pays à effectivement être suffisamment riche, globalement en tant qu'on pour pouvoir, se dire: «On va avoir des logiques de confinement» et cetera. Je dis ça, hein, parce que dans un certain nombre de pays, il y a pas eu de confinement parce que si vous avez besoin de sortir de chez vous pour manger, bah, c'est risqué. Mais vous le faites quand même, hein. Mais et donc c'est ce qu'on avait clairement sous-estimé, c'est tous les impacts, sur, l'économie, les chaînes d'approvisionnement et cetera, du fait des confinements. Mmh. On l'avait pas vu. Le risque pandémique en tant que tel, Vous voulez dire? il était connu. Le risque de cybersécurité, évidemment, ça augmente et en fait, dans tous ces sujets-là, se pose la question de l'assurabilité et pour qu'un risque soit assurable, premièrement, il faut que ce soit un risque, pas une certitude. Et donc, il faut qu'il y ait un aléa. Mmh. Ça c'est le premier D'accord. élément. Heu, le deuxième élément aussi, c'est que pour que l'assureur puisse payer, s'il se produit pour tout le monde au même moment, on voit bien que, Ouais, c'est pas logique. c'est Enfin, c'est c'est la fin des assurances. c'est pas possible. Et donc, effectivement, là, c'est le sujet de la mutualisation. Et de quel est le bon niveau, pour mutualiser. Et donc, si on prend par exemple les risques climatiques, il y en a un certain nombre qui sont assez localisés. Si j'ai une tempête, si j'ai de la grêle, heu, ça arrive pas, Pour tout le monde en même temps, ouais. pour tout le monde en même temps. Et donc on voit bien que en mutualisant sur des zones géographiques suffisamment larges, on va pouvoir avoir de la mutualisation. Les réassureurs le font au niveau mondial. C'est un des sujets qui rend, par exemple, le risque cyber difficile, c'est que vous pouvez avoir certes on l'a vu, alors j'ai oublié le nom là, le logiciel sur lequel il y a eu un problème de mise à jour là, l'été dernier et qui a créé, des impacts, dans plein d'aéroports et cetera. Enfin, on Je vois le gé alors là, en l'occurrence, c'était, juste un défaut de mise à jour d'un logiciel, c'était pas un une cyber piratage. ouais. Mais on voit bien que, on peut atteindre en fait, des niveaux d'exposition, qui font que le risque, il est, pas évident à assurer pour une personne. Et donc là, c'est toujours la même logique d'aller trouver, heu, comment, le répartir, sur une base suffisamment large. Et ces 2 là deviennent d'ailleurs un certain nombre de titrisations de risques d'assurance, c'est-à-dire d'aller au-delà, de la capacité financière des assureurs-réassureurs Mmh. pour aller chercher, la poche beaucoup plus profonde que l'ensemble des marchés financiers. Mais pour que ça marche, hem, globalement, il faut quand même que le risque soit connu, compris et Mmh. cetera. Et donc il y a aussi ce sujet-là dans les technologies émergentes, toutes. Forcément, au moment où se met en place une nouvelle technologie, c'est plus risqué. Parce qu'on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne.
parce qu'il y a des choses qu'on n'imaginait pas et puis, Et d'ailleurs, qui se produisent. à ce sujet-là, on parlait beaucoup de l'IA comme un potentiel bénéfice, et cetera, mais est-ce que si c'est pas un potentiel risque, Bien dans la sûr. mesure où il faudrait l'assurer aussi? On ne sait pas si Alors, il bien sûr, hallucine ou il y a si il y a il on commence à voir des produits, justement qui garantissent en fait la responsabilité d'entreprise lorsque, une décision qu'elles ont, oui, donner à basée sur l'IA. bon, mais on voit bien que dans tous ces éléments-là, dans la compréhension enfin, il y a des études assez précises pour comprendre la compréhension du risque, les limites Mmh. et puis justement, si on regarde par exemple les sujets de cybersécurité, dans l'intérêt d'avoir une assurance, bah, il y a aussi le fait que l'assureur, comme il veut pas s'exposer à n'importe quoi, il va commencer par faire un audit de la situation de l'entreprise en Ouais, bien termes de sûr. cybersécurité et puis sur la base, de toute l'expérience, qu'ont les souscripteurs spécialisés et qui savent, ce qui a été, ce qui a tourné mal chez d'autres, vont dire: «Bah, attendez à tel ou tel endroit, Ça heu augmente, et vous avez, telle vulnérabilité et il faudrait, la sécuriser» et donc c'est aussi à ça que sert l'assurance. mmh, Si on regarde, tous les sujets d'extincteurs et cetera, tous les systèmes de dispositifs de lutte contre l'incendie, ils ont été beaucoup promus par les assureurs. Parce que le risque incendie est un risque, élevé, et donc le connaissant, ça a amené un certain nombre de façons de le gérer et on voit ça aussi sur la cybersécurité et on retrouve malheureusement, le risque incendie avec les sujets des batteries, ouais. des vélos électriques et cetera et donc, bah, nouveau risque, on identifie le problème et donc, en plus souvent, les gens, que ce soit la trottinette ou le vélo, vous le garez plutôt dans l'entrée de votre logement. Ce qui veut dire que si ça prend feu à l'endroit où vous devez sortir. Bon, mais et donc, bah, ça, déjà, faut le comprendre. Puis une fois qu'on l'a compris, bah, se dire, bah, finalement, bah, si vous pouvez le laisser sur votre balcon, plutôt que dans votre entrée, c'est mieux, et cetera. Enfin, donc encore c'est enfin bon, je Ouais, pourrais en parler des heures, vous voyez que ça me passionne encore, mmh, cette ouais. partie-là. On va passer à la dernière partie sur des conseils, pour les jeunes Ouais. professionnels et même partage d'expérience. Peut-être, selon vous, quel serait un peu le conseil, ouais, votre principal conseil, à un jeune diplômé, qui finalement s'apprête ou qui démarre sa carrière? Peut peut-être pas dans le secteur de l'assurance, mais peut-être dans le secteur financier de manière, globale? Bah, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a des tas de nuances, possibles. Dans le secteur financier, il y a les grands secteurs, les marchés, la banque, la gestion d'actifs, l'assurance, mais même au sein de ces secteurs, c'est très varié et donc 1er élément, ne pas hésiter, enfin, à se renseigner, enfin, la curiosité, à voir le sujet et puis après, moi, je me rends compte, enfin, dans ma carrière, c'est aussi, bah, ne pas hésiter, en fait, à saisir, Mmh. les choses qui se présentent, les enfin, hem et fondamentalement, il y a pas, parfois certains me demandent: «Mais alors, si je veux, faire une carrière intéressante, est-ce que c'est plutôt tel sujet ou tel sujet?» et cetera. Fondamentalement, prenez le sujet qui vous intéresse, prenez le sujet qui vous amuse. Heu, pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça vous intéresse et que ça vous amuse, et que vu le temps qu'on passe dans sa vie professionnelle, ce serait dommage N'est pas de essentiel. pas aimer ce qu'on fait. Mais le deuxième, c'est qu'en plus, probablement, c'est le sujet où vous serez bon. Mmh. Enfin et où vous aurez vraiment, quelque chose. Moi, je sais que les sujets normatifs, je vous ai dit le droit, le machin, mais il y a aussi le fait que, je trouve ça, enfin, les nouveaux sujets, aller penser des problématiques que personne n'a traitées avant, moi, ça m'amuse. Bah, il y a des gens pour qui c'est l'enfer, hein, Ouais. ils feraient ça pour rien au monde, mais moi ça m'amuse, ça m'intéresse et quand je trouve la clé, c'est un peu comme certains font des escape games, bah, c'est un peu ma façon et donc encore une fois, enfin, ne pas hésiter à choisir le sujet qui vous intéresse, hem, parce que c'est, à mon sens,
un élément clé pour y être bon et à partir du moment où vous êtes bon dans un sujet, bah, voilà, vous la le en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que, finalement j'ai réussi ma carrière, alors que je pense que ceux qui se disent enfin réussir professionnellement, ça doit pas être l'objectif en soi. Mmh. Je pense que c'est plutôt Pour la le plaisir, ouais. conséquence, Ouais. de faire, un truc qui vous passionne. Et une fois qu'on a choisi le sujet qui nous intéresse, est-ce qu'il y a des compétences à développer dans le secteur financier, l'assurance ou de manière globale qui sont importantes selon vous? Bah, globalement, alors moi c'est ce que j'ai vu, hein, il y en a sans doute d'autres, mais, hem, c'est quand même des domaines assez, techniques, hein. Alors, il y a des éléments, normatifs, il y a des éléments de data, Mmh. d'usage et cetera. Hem, faut je dirais qu'il faut quand même pas les perdre de vue. Enfin, heu, tout n'est pas possible, tout ne se vaut pas. Enfin, surtout, en ce moment, de fortes, incertitudes et où certains peuvent donner l'impression que, sur les aspects de, politique économique et financière, tout est possible, il suffit de le décréter. Je crois que non. Je crois que la réalité, se rappelle à ceux qui l'oublient et dans les grandes crises, on a eu quand même, pas mal ça, hein. Moi, je viens du secteur de l'assurance. On m'a toujours appris en réassurance de dire quand je partage les risques et quand je les transfère, il faut toujours que la personne qui prend le risque initialement, en garde une partie importante parce que sinon, elle va me refourguer que des mauvais risques. Ouais. On m'a toujours dit ça, hein, de dire: «La base de la réassurance, c'est ça». Bon, bah, quand on voit ce qui s'est passé sur les subprimes, on se dit que si certains s'étaient rappelé ce principe de base de dire: «Il faut toujours que celui qui Mmh. initie le risque en garde une partie pour s'assurer qu'il ne refile pas, Ouais. que des mauvais risques à ceux qui prennent le risque après», Mmh. bon, on se serait peut-être porté mieux. Donc, pas croire, Mmh. Est-ce qu'il y a des compétences aussi humaines qui sont importantes qui, finalement, avec du recul, vous voyez qu'elles sont finalement pas vous avez parlé de l'importance de enfin, vous à un stade de votre carrière, vous aviez cette crainte-là de ne pas pouvoir manager. Est-ce que, par exemple, savoir manager, savoir gérer des hommes, l'humain au quotidien, c'est oui, aussi une compétence qui est assez alors rare et à développer? c'est évidemment, extrêmement important. Alors encore une fois, hein, il peut y avoir des formes, différentes parce que, hem, si je gère un mode projet, si je gère dans un mode hiérarchique, si je gère une équipe, heu, de spécialistes ou si je gère un ensemble beaucoup plus large avec des compétences très différentes, tout ça, ça nécessite du management, mais c'est pas exactement la même forme. Hem, c'est évidemment des compétences, à développer, Mmh. comme des compétences, plus, techniques. Il y a un certain nombre d'éléments, ça s'apprend. Évidemment, il y a aussi de l'inné, hein, mais il y a de l'organisation, il y a aussi des méthodes. C'est pas parce que c'est plus des soft skills, que c'est pas aussi des choses sur lesquelles on a un apprentissage et puis après, comme pour le reste, hein, heu, bah, on s j'ai comme je disais, il y a différentes formes, hein et on peut avoir personnellement plus d'appétence pour l'un ou pour l'autre. Et donc là aussi, c'est vraiment la théorie des avantages comparatifs, hein. Hem, on a tendance souvent au début, de sa carrière et je pense qu'au début, c'est peut-être utile, à se dire: «Je vais travailler mes points faibles». Et en fait, la vision, c'est que c'est utile pour que ce soit pas un handicap. Un boulet, ouais. En revanche, après, il faut travailler au contraire ses points forts. Parce qu'en fait, c'est les points sur lesquels on est vraiment différenciant. Et donc de se dire: «Bah, en fait, on va sélectionner là, on est vraiment bon et être encore meilleur là, parce que c'est ça qu'on va apporter, aux autres». Encore une fois, il faut pas que les points faibles soient devenus, un handicap et un boulet, mais Ouais, je vois. travaillez vos points forts plus. Ouais, c'est Travaillez vos très bien. points forts. Je suis d'accord avec vous. Bon, dans le podcast, on a l'habitude de laisser le mot de la fin à l'invité.
Aujourd'hui à vous. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot à partager, une dernière anecdote, un dernier conseil, quelque chose sur lequel vous aimeriez revenir, qui est Mmh. peut-être important pour vous? Bah, je reviendrai en fait, je au début de cette année, je me suis dit: «Je vais faire un message, de vœux, sur, hem, sur LinkedIn» et je me suis dit: «Ça fait 25 ans que je travaille». Heu et en 25 ans, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. J'ai commencé dans la fonction publique, je suis chez KPMG, j'ai eu différents types, de responsabilités, de postes, qui demandent pas exactement les mêmes capacités. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a un truc qui est resté, c'est ma passion pour ce que je fais. Hem J'adore le secteur de l'assurance, je trouve qu'il est passionnant et je dis pas que les autres le sont pas, mais pour moi, celui-là, est passionnant, parce que justement, il permet de voir des beaucoup de nouveaux sujets, mais en lien avec la préoccupation réelle et je pense que c'est une chance énorme, heu, d'avoir pour métier quelque chose qui est sa passion. Et donc mon conseil, ce serait justement trouver la vôtre. C'est pas forcément le c'est pas forcément l'assurance, c'est un très beau métier, mais je peux comprendre qu'on ait des passions ailleurs. Trouvez la vôtre, et cultivez-le. Bah, merci beaucoup madame Le Fleuve de m'avoir reçu et c'était une super Merci à interview. vous.